Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence inspirante des audacieux du patrimoine. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie Catherine Piveteau du groupe Piveteau Bois pour sa présence et qui va donc tenir ce soir une conférence sur la gestion familiale, les enjeux humains et patrimoniaux. Donc, elle nous donnera plus en détail le détail de son intervention. Donc, cette conférence est enregistrée, elle est accessible pour les audacieux du patrimoine. Vous la retrouverez sur la Workplace. Pour les futurs audacieux du patrimoine qui n'ont pas encore accès à la Workplace, vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous donnerai le lien vers l'enregistrement. Je laisse maintenant la parole à Alexandre de Vauguet qui va dire un petit mot, un petit rappel sur ce que sont les audacieux du patrimoine. Oui, bonsoir à tous. Merci, Foulk. Juste un mot, effectivement, concernant ce réseau de professionnels, propriétaires et gestionnaires de monuments historiques privés. L'intérêt du réseau est le partage de bonnes pratiques, le fait de ne pas se sentir seul, comme vous le savez tous, on est tous passés par des moments de solitude. Et là, on a un outil qui nous rassemble de manière régulière tout au long de l'année, le long de séminaires qu'on organise à l'hiver et au printemps, de 1 à 2 jours. Séminaire extrêmement opérationnel et en fait, je crois que c'est le mot le plus important dans notre réseau, c'est le côté très terrain, très opérationnel, des questions qui sont posées tout au long de ces séminaires, tout au long également justement de cette conférence qui pose une question de laquelle on est tous concernés, je pense, ou en tout cas la plupart d'entre nous, sur la gestion familiale. Et puis cette workplace, justement, dont Foulk vient de parler, cette workplace qui rassemble les 115 audacieux et audacieuses que nous sommes aujourd'hui et qui, au travers donc de groupes de travail différents et même d'une page générale, on peut poser une question encore une fois, qui est très pratico-pratique. On a en général plusieurs réponses dans les 2 à 3 heures qui suivent. Et donc, on est là face à un réseau extrêmement pratique grâce auquel on trouve des solutions à nos problématiques. Et votre adhésion est très vite remboursée, je dirais, par les bons conseils que vous trouvez donc sur cette workplace auprès de nos pairs, de vos pairs. Et donc, j'encourage tous ceux qui ne sont pas encore adhérents à nous rejoindre. C'est une communauté assez fantastique de propriétaires gestionnaires passionnés et qui rencontrent les mêmes obstacles que vous, petits, grands ou moyens. Pas personnellement, je m'occupe de Volvicomte avec mes frères et j'ai très souvent, très régulièrement en tout cas, réussi à avoir des réponses à des problématiques auxquelles je fais face à Volvicomte. Donc, j'espère à très vite au sein des audacieux du patrimoine. Et très bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. Donc, effectivement, et là, nous sommes dans l'une de ces rencontres des audacieux du patrimoine, à savoir l'une des conférences inspirantes. Avec ces conférences inspirantes, nous avons d'autres moments qui sont donc des retrouvailles, à savoir donc les prochaines à venir. Alors, tout d'abord, un événement qui ne concerne pas uniquement les audacieux du patrimoine, mais les audacieux du patrimoine ont été sollicités, étant donné leur implication dans les activités touristiques et économiques, puisqu'ils ont vocation à se professionnaliser dans leurs activités. À savoir les nuits de la lecture, organisées partout en France du 23 au 26 janvier. Alors là, il s'agit juste d'un rappel, puisque les inscriptions sont désormais closes. Alors, le temps d'accepter un de vos participants. Les rendez-vous des audacieux du patrimoine à Muséum Connexion. Donc, nous nous retrouvons à Muséum Connexion le mercredi 15 janvier à 14h30. Alors, je vais mettre plus d'informations apparaître sur la Workplace. Ce sera la grande salle en fait de Muséum Connexion. Mais là encore, on pourra vous redonner un petit peu plus de détails avec un plan. À ce sujet-là, des personnes, là encore, intéressées par les audacieux, par leurs projets, par ce réseau, qui souhaiteraient, là aussi, à la fois tout aussi bien en tirer profit qu'y apporter leur pierre, sont les bienvenus à ce rendez-vous. Bien sûr, vous pouvez noter le 15 janvier à 14h30, c'est un mercredi.
Enfin, le séminaire des audacieux du patrimoine, le séminaire d'hiver, qui aura lieu les jeudis 14. Alors, pardon, là j'ai fait une erreur. Pardon. Les jeudis 13 et vendredi 14 mars 2015, chez Ariel et Hervé Borne, au château d'Aîné-le-Vieil, dans le Cher. Voilà, ce sont les principales. Après, bien évidemment, la vie du réseau ne s'arrête pas à ces rencontres. Hein. Elle est, là encore, que ce soit sur la workplace ou sur de nombreux échanges, elle est continue. Mais là, ce sont voilà, les événements, les principaux gros événements, dirons-nous, qui l'arrêtent. Donc, sur cette présentation, voilà, je redis ce que j'ai pu écrire dans l'espace des messages, à savoir si vous ne pouvez pas assister à toute la conférence et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les messages et je la poserai. Ainsi, vous pourrez retrouver la réponse à votre question dans l'enregistrement que vous pourrez revoir plus tard. Au moment des questions, bien évidemment, merci d'utiliser la fonctionnalité lever la main. C'est la petite icône en bas de votre écran avec une main. Voilà, lorsque vous voulez poser une question, vous cliquez dessus, ce qui me permettra donc de vous donner la parole dans l'ordre. Et là aussi, avant de poser votre question, si vous voulez bien donner votre nom et le nom de votre monument, un grand merci. Un grand merci à tous. Très bonne conférence. Je passe maintenant la parole à Pierre Chauvin, qui est à l'initiative de cette conférence. Voilà. Pierre, à toi. Très bonne conférence à tous et encore un grand merci. Merci Foulk, merci Alexandre et bonsoir à toutes et à tous. Donc bienvenue pour cette nouvelle conférence inspirante. J'ai eu la chance de rencontrer Catherine Pifto lors d'un séminaire qui était organisé au Château de la Cisternière, que mon épouse et moi gérons et dont nous sommes propriétaires. Et donc Catherine, on a eu l'occasion de discuter, de se revoir à plusieurs reprises. Et on a accroché sur des sujets qui nous parlent et qui nous sont chers à tous les deux. Et elle a gentiment accepté de nous faire l'honneur de nous présenter ce soir cette conférence, de nous parler de ce qu'elle a mis en place au sein du groupe Pifto et de la gestion familiale du groupe. Et donc, je vous souhaite une très belle conférence. Et merci encore une nouvelle fois à Catherine, à qui je laisse la parole. Merci Pierre et merci à vous de me recevoir. Parce que c'est toujours important pour moi de pouvoir partager mon expérience sur mon parcours de vie et sur la gestion d'entreprise familiale. Et vous êtes tous bien issus de familles aussi avec vos domaines, vos châteaux. Donc, je m'appelle Catherine Pifto, j'ai 53 ans, j'ai 2 garçons de 24 et 27 ans. Et cela fait maintenant 30 ans que je travaille dans l'entreprise familiale. Je vais vous montrer 2 ou 3 photos pour vous montrer un petit peu l'entreprise. Donc, voici mon grand-père, qui a créé et fondé l'entreprise en 1948. Et mon grand-père était menuisier charpentier. Et à un moment donné, il a décidé de s'installer en tant que scieur. Donc, il a installé une scie mobile à Sainte-Florence-en-Vendée, là où est l'origine de l'entreprise. Donc, au fil des années, mon père a pris la succession à la direction de l'entreprise. Mon père, qui est Pierre, à droite sur la photo. Et ensuite, il a laissé la main de la présidence à mon oncle Jean, qui est à côté de moi. Et en 2021, c'est mon frère qui a pris la présidence du groupe. Voilà, le groupe fait à peu près aujourd'hui 1600 personnes et nous avons donc 3 usines de production. Donc, on est des scieries première et seconde transformation du bois. Donc, on achète les arbres en forêt et on le transforme 100% de l'arbre pour apporter le maximum de valeur ajoutée au produit. Donc, nous avons 3 usines et nous avons monté notre propre réseau de distribution. Donc, comme vous le voyez, sur toute la France, les DOM-TOM. Voilà, et Haïti. Donc, hop là. Donc, ça, c'est plus pour vous expliquer un petit peu. Je reprends, voilà. L'entreprise. Donc, mon parcours dans l'entreprise, moi, je suis au départ analyste programmeur. Donc, quand je suis rentrée dans l'entreprise, il y a 30 ans, j'ai créé le service informatique.
Et puis, au fil des années, avec mon père, il a décidé de transmettre petit à petit à mon oncle, mon frère et moi ses responsabilités pour qu'au moment de la retraite, la transmission soit faite. Ça, c'est un point qui a été très important chez nous parce que la transmission s'est faite tranquillement. Tous les 5 ans, on prenait des responsabilités, on choisissait ce qu'on avait envie de faire par rapport à nos affinités, nos compétences. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très intéressant dans une entreprise familiale, c'est de pouvoir choisir un peu ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le faire. Et en 2015, je me suis retrouvée avec beaucoup de services en responsabilité, donc le service informatique, les ressources humaines, le site en ligne de commercialisation de nos produits, la gestion de la communication interne et externe, le réseau de distribution Vivre en Bois, et avec des relations familiales à la direction de l'entreprise, donc avec mon oncle, mon frère et mon père, un peu compliquées, ce qu'on pourrait appeler à l'époque ce que j'appelais des relations toxiques. C'était des visions différentes. Moi, une femme avec 3 hommes, déjà dans un milieu d'hommes, donc ça faisait déjà beaucoup de différences de perception, d'émotions. Et un soir, j'ai reçu dans la même journée 2 mails de collaborateurs qui ont décidé de démissionner parce que je n'arrivais pas à l'époque à faire passer mes idées auprès de mes co-dirigeants. Et j'ai fait une crise de nerfs et j'étais ensuite incapable de retourner travailler. Donc, j'étais obligée de prendre des médicaments, ce qui n'était pas du tout dans mes valeurs. De prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et suite à ça, je me suis dit, mais comment je vais faire pour me sortir de là? Comment c'est possible? Comment on peut arrêter une vingtaine d'années de mal-être, de relations toxiques, de ne pas réussir à trouver ma place dans l'entreprise familiale et en même temps, une incapacité à sortir de l'entreprise familiale parce que la loyauté à la famille, la loyauté à l'entreprise, quand on est né dedans, on a beaucoup de mal à en sortir, malgré parfois toutes les souffrances. Et je suis allée voir un ami qui m'a conseillé d'aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je vous ai mis une petite photo de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ensuite, voilà, qui a été pour moi, donc ça c'est mon arrivée à Saint-Jacques. Donc, je suis partie du Puy-en-Velay, j'ai descendu jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, Irun, j'ai traversé Irun et après, j'ai fait la voie du Nord. Je n'ai pas fait la voie française, donc j'ai fait 1700 km en 82 jours. Je vous le détaille parce que c'est très important pour moi, parce que ça a été vraiment la bascule dans ma vie. J'ai vraiment changé entre avant Saint-Jacques-de-Compostelle et après, parce qu'à Saint-Jacques, je me suis retrouvée en faisant le chemin. J'ai vraiment compris qui j'étais et sans mes relations toxiques, sans la famille, puisque j'ai coupé contact avec tout le monde, mes amis, mes enfants, ma famille. J'ai juste donné des textos tous les dimanches. Je leur disais, voilà, je vais bien et je suis à tel endroit. Et là, je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée une personne gaie, joyeuse, sociable, aimable, chose que je n'étais plus du tout, j'y croyais plus du tout quand j'ai fait mon burn-out. Et du coup, ça m'a permis de me dire, quand je suis revenue, Catherine, il faut absolument que tu restes dans cet état d'esprit-là et que tu restes cette personne-là que tu as retrouvée à Compostelle en faisant le chemin. Et forcément, quand je suis revenue, revenir dans l'entreprise familiale, dans la famille, c'est revenu au même niveau de relations toxiques de l'époque. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. Et quelqu'un m'a conseillé de faire une formation de coach, juste pour apprendre à avoir une bonne posture avec les autres et du coup, me positionner, être capable de m'affirmer et de me dire, voilà mes idées et comment je peux mieux communiquer et mieux relationner avec les autres. Et finalement, d'une dizaine de jours, j'en ai fait 2 ans et demi et 2 ans et demi de formation. Et je suis devenue maître praticien en coaching professionnel. Et ça a été très important pour moi parce que je suis passée
j'ai pris conscience qu'avant mon burn-out, c'était toujours la faute des autres. C'est-à-dire tout ce qui m'arrivait, je le subissais. Et depuis cette formation, j'ai appris à prendre mes responsabilités, à m'assumer et à me dire qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas, comment je peux agir sur moi pour changer ma vie au quotidien. Et finalement, je suis restée dans l'entreprise familiale. Je m'épanouis aujourd'hui dans l'entreprise familiale et je n'ai plus de relations toxiques avec mon frère, mon père ou mon oncle alors qu'ils sont toujours là et que on n'a pas changé en fin de compte. J'ai moi simplement changé ma posture vis-à-vis d'eux et que quand on se change soi, eh bien les autres autour de nous évoluent aussi. Donc ça a été vraiment une grande évolution dans ma vie. Et j'ai commencé à mettre en place pendant ma formation de l'éveil au développement personnel dans l'entreprise pour les collaborateurs. Comme moi, j'avais compris que si j'agissais sur moi, je pouvais changer ma vie et beaucoup mieux vivre, je me suis dit, mais pourquoi ne pas éveiller les gens à faire ça aussi? C'est-à-dire à prendre conscience que si on comprend mieux comment fonctionnent les relations humaines, si on apprend à se comprendre, à comprendre les autres, eh bien, on peut complètement changer notre vie sans changer notre environnement et sans changer notre entourage. Simplement en se comprenant mieux. Donc, j'ai mis en place des ateliers d'éveil au développement personnel dans l'entreprise, entre midi et 2, sur le principe du volontariat. Il y a des gens qui vont faire du sport et il y a des gens qui vont faire du développement personnel. Et ça a super bien fonctionné parce que j'ai démarré ça en septembre et en novembre, j'avais 60 personnes. Donc, j'avais 6 groupes de 10 personnes dans les ateliers du midi. Et les managers qui ont fait ces ateliers m'ont demandé de mettre en place une formation pour tous les managers de l'entreprise pour changer la culture managériale. Parce que pour eux, on avait changé de gouvernance en passant de mon père à mon frère, enfin à mon oncle et ensuite à mon frère. Mon père et mon oncle étaient plutôt dans un management très directif, très descendant, alors que mon frère et moi, la nouvelle génération, on est plutôt dans un management participatif, collaboratif. Donc, il fallait emmener tous nos managers à faire ce changement-là aussi. Et donc, j'ai créé une formation qu'on a appelée « Être acteur de son développement » pour tous les managers. Et aujourd'hui, on a passé à peu près 150 personnes. C'est une formation de 9 jours. Et ça a énormément apporté de changements dans les relations dans l'entreprise parce que ça a amené chacun à mieux se comprendre, à ne plus être dans les jeux de pouvoir, dans les réunions. Du coup, les réunions sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables. Et comme tout le monde a les mêmes concepts, c'est-à-dire, par exemple, les jeux de pouvoir comme le triangle dramatique avec les persécuteurs, sauveurs et victimes, eh bien, tout le monde fait un peu de vigilance partagée en se disant « Eh oh là, tu es un peu dans la persécution ou dans le sauvetage. » Et toute la formation a vraiment amené aussi bien les gens à améliorer leurs relations personnelles dans leur famille que la relation dans le travail. Et les gens se responsabilisent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a appris à chacun à se responsabiliser et à arrêter de dire « c'est la faute des autres ». Donc ça, c'est un sujet qui, pour moi, est très important dans une entreprise. Et je communique beaucoup sur le fait que c'est du rôle du dirigeant de aussi aider les gens, les collaborateurs, à comprendre le fonctionnement de l'être humain. Parce que si on comprend ça, on améliore énormément les relations et la performance de l'entreprise. Et nous, on le voit, là, ça fait 4 ans et on voit vraiment des effets très positifs. Donc, ensuite, tout ça m'a permis aussi de bien comprendre et d'améliorer les relations avec la direction, avec mon père, mon frère et mon oncle. Et par exemple, avec mon frère, on a appris à discuter et à relationner et à réussir à se comprendre et à pouvoir partager et décider ensemble que depuis 3 ans. Avant, on n'y arrivait pas. Et on a été accompagné par un coach pour pouvoir y arriver, parce que sinon, on était tout le temps en conflit
et on n'arrivait pas à prendre les bonnes décisions pour l'entreprise. Et on prend conscience au fil du temps que finalement, tous les quatre, on a toujours le même fond, la même envie, les mêmes valeurs, sauf qu'on ne met pas les mêmes moyens. On n'a pas envie de mettre en place les mêmes moyens pour arriver au même objectif. Et que l'accompagnement d'un coach permet vraiment, ou d'un facilitateur, on l'appelle un peu comme on veut, mais permet vraiment d'améliorer les relations qu'il peut y avoir aussi au sein de la direction familiale. Ce qu'on est aussi en train de mettre en place, parce que pour nous, l'entreprise familiale, c'est quelque chose de très important. On a des valeurs famille très importantes. Et on est aujourd'hui 100% actionnaire de l'entreprise, la famille et les collaborateurs. C'est-à-dire que pour nous, c'était important que les collaborateurs soient actionnaires de l'entreprise, parce que c'est eux qui font la force de l'entreprise. Et donc, on a créé un FCPE, c'est un fonds de commun de placement qui permet aux collaborateurs, à chaque fois qu'on fait un nouveau projet, qu'on lance une nouvelle action, de pouvoir prendre des actions de l'entreprise. Ce qui fait qu'à terme, quand ils partiront d'entreprise, ils auront une manne de l'évolution de la valeur de l'entreprise. Donc ça, c'est une première chose. C'est que pour nous, c'est très important que chacun se sente acteur et intra-entrepreneur. Et on a donc l'objectif de garder un actionnariat 100% familial. Donc pour ça, on a eu la chance que mon grand-père a commencé la transmission de la famille, des actions familiales de l'entreprise dès que mon père et mon oncle sont rentrés dans l'entreprise. Et mon père a fait aussi la même chose avec nous. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des frais de succession qui soient les plus faibles possibles, on transmet de notre vivant. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouve pas partout et qui, je pense, a été vraiment une bonne action déjà de mon grand-père dans ses valeurs. Parce que en France, c'est quand même pas facile de transmettre le patrimoine sans fiscalité, parce qu'on peut très bien le faire, mais avec beaucoup de fiscalité. Donc, moi, dès que je suis rentrée dans l'entreprise il y a 30 ans, mon père a fait des donations pour qu'on puisse avoir tout de suite des parts de l'entreprise. Et quand je suis rentrée dans l'entreprise, on était 50. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, on est 1600. Donc, en 30 ans, on a quand même on s'est beaucoup développé. Donc, la valeur de l'entreprise a aussi beaucoup augmenté. Et on a été du coup obligé de réfléchir à comment faire pour pérenniser l'entreprise familiale et rester dans un actionnariat familial et collaborateur. Et on avait un collègue qui a mis ça en place dans la filière bois, on a trouvé le principe du fonds de dotation. Le fonds de dotation, c'est quelque chose qui est très courant dans les pays nordiques, mais qui n'est pas du tout développé en France, parce qu'en France, on n'a pas le droit de déshériter nos enfants. Et il y a quand même un outil qui a été mis en place, qui est le fonds de dotation, qui, si nos enfants sont d'accord, on peut les déshériter. Donc, ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille sur le dossier. Pourquoi créer un fonds de dotation? Il y a la facilité de transmission, parce que du coup, les parts de l'entreprise sont détenues par le fonds de dotation et ne sont plus la propriété d'une personne. Donc, il n'y a plus de succession derrière à faire, parce que c'est la propriété du fonds de dotation. Ça peut se faire dans le temps. Et dans le fonds de dotation, on écrit la charte familiale, on écrit les valeurs de la famille, on écrit tout ce qui a fait les valeurs du fondateur, et pour que ça se pérennise dans le temps. C'est-à-dire qu'on écrit vraiment ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Donc, nous, ça nous a paru intéressant pour pérenniser l'entreprise. Donc, on a créé le fonds de dotation au mois d'avril. Et là, maintenant, on est en train de transmettre petit à petit nos parts, donc avec l'accord de nos enfants.
On a pour objectif, dans un premier temps, d'aller à 20% des parts de l'entreprise et ensuite de passer majoritaire. On a bien sûr des packs du trail qui nous freinent un petit peu dans le développement parce que les packs du trail permettent de transmettre sans fiscalité, mais du coup qui figent un peu l'actionnariat. Et dans le fonds de dotation, ce qu'on a trouvé très intéressant aussi, c'est toute la partie cohésion familiale. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on est 4 actionnaires de l'entreprise, mais quand il va y avoir nos enfants, nos arrière-petits-enfants et toutes les générations qui vont arriver, ils vont être beaucoup plus. Et il faut que toute cette famille-là puisse continuer à s'entendre et à prendre des décisions ensemble pour le bien de l'entreprise. Et que il faut aussi définir comment faire rentrer les jeunes, quelles sont les conditions par lesquelles ils vont accepter de rentrer ou pas. Aujourd'hui, on a 4 enfants en âge de rentrer dans l'entreprise. Je peux vous montrer une petite photo de la dernière journée de fondation. C'est pour vous montrer la famille. Voilà. Donc, c'est le week-end dernier, il y a 15 jours à Bretignolles, on avait une réunion avec donc les actionnaires aujourd'hui et les héritiers de l'entreprise familiale. Et toute cette famille-là, il faut qu'elle continue de s'entendre dans le temps. Et ça, c'est pas simple quand les générations passent de continuer cette cohésion. Donc, il faut mettre en place tous les ans des réunions, des journées ensemble où on va définir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire. Et là, on a décidé de mettre en place pour l'arrivée des jeunes, parce que mon fils de 27 ans vient de rentrer dans l'entreprise. Le fils de mon oncle qui a 30 ans nous a annoncé il y a 15 jours qu'il avait envie de rentrer dans l'entreprise, mais sous certaines conditions, c'est-à-dire des conditions de gouvernance, des conditions pour son poste à lui, qu'est-ce qu'il a envie d'y faire, voilà, quel salaire il a envie d'avoir, etc. Et du coup, on est en train de mettre en place un accompagnement pour que chacun d'entre nous, aussi bien nous en tant que dirigeants et actuels de l'entreprise et les jeunes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ils vont arriver dans de bonnes conditions, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce que nous, on va exiger d'eux, qu'est-ce qu'on va vouloir de leur… voilà, comment on veut que toute cette intégration se fasse. Et pour moi, c'est très important aussi que ça se fasse par un accompagnement externe parce que les paroles ne sont pas toujours déliées, ce n'est pas toujours facile, surtout quand il y a un fondateur qui est toujours très présent et qui a sa vision de comment il faudrait faire et qu'est-ce qui serait intéressant de faire et qui a plutôt tendance à un petit peu imposer. Ce qui n'est pas du tout la volonté des jeunes qui ont plus une vision beaucoup plus libre et participative, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'accompagnement a toujours… moi, je trouve personnellement que l'accompagnement avec des facilitateurs externes permet justement de pouvoir expliciter les choses, que chacun ose dire ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie, pour trouver une cohésion globale et maintenir cette cohésion familiale qui, pour moi, est très, très importante parce que si on ne maintient pas une cohésion familiale, on n'arrivera pas à pérenniser l'entreprise. À un moment donné, elle va se séparer en deux, elle va se déchirer si à la tête de l'entreprise et de la famille, on ne s'entend pas. J'ai vraiment pris ce sujet-là à cœur pour renouer un petit peu parce que entre nous 4, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a 2 générations qui se tamponnent entre mon père et mon oncle et moi et mon frère et on n'est pas toujours d'accord. Mais voilà, l'accompagnement va nous permettre d'améliorer encore plus cette situation-là. Je regarde où j'en suis, excusez-moi. Donc, oui, en fin de compte, moi, globalement, je trouve 3 points assez importants et que je vous invite qui sont importants dans mon parcours et dans l'entreprise familiale, c'est
D'abord, le fait que mon burn-out m'a fait passer de c'est la faute des autres à comment j'agis sur moi et comment je me responsabilise. Et souvent, ça manque ça dans les… On a beaucoup tendance à toujours aller subir et pas agir sur soi pour changer sa vie et la mettre telle que nous, on a envie de la mettre. Le deuxième point, c'est que la solution n'est pas toujours de fuir la famille. Beaucoup de gens dans les entreprises familiales me disent « Oui, mais ça ne va pas, il faut que je quitte l'entreprise familiale, je peux pas m'épanouir, les relations sont trop toxiques, etc. » Mais je ne veux pas me faire accompagner parce que si je me fais accompagner, il va y avoir des ruptures nettes. Et moi, je trouve que non, bien au contraire. Parce que moi, l'accompagnement m'a permis de m'épanouir dans l'entreprise familiale et en fin de compte de ne jamais la quitter, malgré toutes mes amis qui toujours me disaient « Mais Catherine, mais comment tu fais pour rester? C'est trop compliqué, va ailleurs. » Et j'ai plein de choses à faire ailleurs. Sauf que, pourquoi le faire ailleurs alors qu'on pourrait le faire dans l'entreprise familiale? Et il y a quand même cette loyauté à la famille, à l'entreprise qui est là et qui fait que ce n'est pas toujours facile non plus d'en sortir. Hein. Donc, ce que je voulais vous transmettre, c'est que même s'il y a des dysfonctionnements, même si ça ne va pas, l'entreprise familiale peut quand même être une source énorme de plaisir et d'épanouissement à condition qu'on y travaille et qu'on mette tout de ce côté-là en fin de compte et qu'on arrive de trouver sa place dans la famille. Parce que c'est quand même le lieu, l'entreprise familiale, où normalement on a de quoi trouver sa place. Pour moi, ça c'est quelque chose dont je suis convaincue. Et ensuite, le troisième point et dernier point, c'est la transmission familiale. Ça se prépare, ça s'anticipe, ça ne se fait pas tout seul. Et que plus on l'anticipe de son vivant, et plus c'est facile à faire, et plus les choses seront fluides avec les nouvelles générations. Parce que si on écrit la charte familiale, si on écrit comment les jeunes peuvent rentrer, comment on peut prendre un rôle ou pas dans l'entreprise, comment l'entreprise doit fonctionner, eh bien, pour les nouvelles générations, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Mais ça s'anticipe et ça se prépare. Et plus tôt c'est, et mieux c'est. Mais il n'est jamais trop tard. Voilà. Est-ce que vous Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine, pour ce témoignage, comme l'a dit Alexandre, d'ailleurs, sincère et courageux, parce que c'était plein d'authenticité et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'était vraiment courageux et riche en émotions et en partage. Donc, je vais laisser Foulk poursuivre, mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Merci Pierre. Exactement. Voilà. Je reprendrai tout à fait les mots de Pierre. C'était effectivement très riche en émotions et en enseignements. Un grand merci pour votre partage. Là aussi, de votre parcours, de ce que vous avez réussi à construire et à mener avec votre famille. Et je pense qu'effectivement, c'est beaucoup d'enseignements pour nous tous. Et pour les associés du patrimoine, s'ils ont des questions, voilà, je pense que vous pourrez répondre à celles qui se posent. Je peux commencer, donc, alors je rappelle, bien évidemment, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'utiliser la petite icône « Levez la main » et je la verrai directement et donc je pourrai vous passer la parole. Mais je peux tout de suite commencer avec une question qu'a laissée Alexandre de Vaugué. Donc, bravo pour votre partage sincère et courageux. Avez-vous édité une charte familiale? Si oui, seriez-vous prête à la partager via message privé? Alors, c'est le prochain travail qu'on a à faire avec la famille. Donc, on a décidé il y a 15 jours de se faire accompagner pour écrire notre charte familiale. Donc, une fois qu'elle sera écrite, je pourrais vous la partager, mais pour l'instant, elle n'est pas écrite encore. Et je pense qu'il faut une bonne année pour l'écrire. Hein. D'accord. Alors, j'ai le château de Canon. Marguerite? Oui, merci beaucoup. Du coup, je rebondis sur cette question. Comment vous allez vous y prendre en fait? Par quel type de personnes vous allez vous faire accompagner et qui va participer à la rédiger? Est-ce que c'est uniquement les actionnaires actuels ou vous ouvrez aussi
le débat aux futurs éventuels repreneurs Alors, aujourd'hui, on a décidé de se faire accompagner par une personne qui est spécialisée des transmissions familiales. Donc, elle accompagne les entreprises qui ont envie de transmettre, alors soit à la famille, aux enfants, soit à un repreneur externe, pour justement travailler sur la cohérence entre celui qui part et celui qui reste, comment ça va se faire la transmission et dans quelles conditions, etc. Et elle a déjà mis en place des chartes familiales justement dans des situations comme ça pour des familles. Donc, c'est elle qui va nous accompagner, mais parce qu'elle est spécialisée des transmissions familiales. Alors, il y a plusieurs organismes qui sont capables de le faire, ou en tout cas vous donner des noms de personnes capables de faire ça. Je faisais partie du réseau FBN, donc Family Business Network, et ils ont des contacts pour pouvoir accompagner les transmissions familiales comme ça et écrire les chartes. Après, on peut en trouver sur Internet. Là, j'en ai trouvé dernièrement sur Internet pour pouvoir commencer à réfléchir. Et puis, aujourd'hui, on a ouvert à toute la famille. Donc, on va faire des sessions de demi-journée ou de journée entière uniquement sur le sujet de la charte. Merci beaucoup. Eric, je ne sais pas si tu veux poser la question. Sinon, tu as écrit, donc je peux la poser. Non, mais je vais m'en occuper. Oui, je voulais d'abord vous remercier, Catherine, pour votre franchise, parce que c'est rare d'entendre des gens comme ça qui parlent de leur burn-out avant, pendant et après. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de précieux et qui certainement nous servira. Je suis un grand néophyte en matière de fonds de dotation. Et ma question était juste de confirmer que le fonds de dotation signifie que la propriété de l'entreprise échappe aux actionnaires familiaux. C'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que quand on crée un fonds de dotation, on donne les parts qui nous appartiennent, on les donne au fonds de dotation et c'est le fonds de dotation qui sera propriétaire de l'entreprise. D'accord. Alors, Okay. On a décidé de garder un pourcentage familial. D'accord. D'accord. Donc, il y a une partie des parts qui resteront dans la famille, mais normalement, la majorité, au moins 51%, iront au fonds de dotation. Et il y a on peut décider du droit de vote ou du droit aux dividendes de chaque part. Donc, on peut faire le choix. Il y a certains fonds de dotation où ils n'ont aucun droit de vote sur l'entreprise, d'autres où ils ont la majorité des droits de vote, mais pas les dividendes. C'est assez libre de ce côté-là. D'accord. Donc, ça, c'est à créer, à décider ensemble. Et ensuite, par rapport à mon burn-out, j'aime bien partager sur ce sujet-là, parce que moi, ça a été ma survie, en fin de compte, d'avoir fait un burn-out. Et aujourd'hui, je remercie cette période-là, qui a été très difficile pour moi, qui a été vraiment très, très difficile. Mais ça a changé ma vie de façon positive. Et je trouve intéressant de partager ça pour dire aux gens qui font des burn-out, qui sont vraiment pas bien, mais il y a derrière, si on veut travailler sur pourquoi on en est là et qu'est-ce qui s'est passé pour nous à ce moment-là, pourquoi on s'est laissé descendre dans ce burn-out, en quoi on est responsable aussi de cette descente aux enfers, c'est comme ça, mais qu'il y a toujours moyen de s'en sortir et de remonter la pente et d'en faire quelque chose de magnifique. Merci beaucoup. Merci Catherine. Pierre, je vois que tu lèves la main. Oui, parce qu'on avait échangé aussi sur un modèle, le modèle Vivre en bois, oui. Ensemble, Catherine, et je trouvais intéressant, nous, sur notre organisation, par exemple, à la Citardière, et peut-être c'est le cas de beaucoup ici, on a une SCI à l'impôt sur le revenu dont ma femme et moi sommes propriétaires, qui a la propriété du monument, et nous avons une société d'exploitation qui exploite le monument pour les événements, les séminaires, mariages et tout ce qu'on y fait.
Et parfois, on se fait aider de collaborateurs, évidemment, pour nos événements. On a des salariés en interne. Et il y avait un modèle, notamment le modèle de Vivre en Bois, et la question de la pérennité des salariés dans l'entreprise et de la fidélisation et de l'intéressement de ces salariés aussi au projet global, hein, qui est l'exploitation d'un monument ou toute autre entreprise, je trouve d'ailleurs. Et je trouve que le modèle que vous avez mis en place à Vivre en Bois, il a du sens parce que il permet peut-être de pérenniser et de fidéliser beaucoup plus ses collaborateurs. Et je te laisse peut-être en parler si tu veux. Ouais. Donc, quand on a décidé de créer un réseau de distribution, mon père a cherché un moyen pour intéresser les salariés, c'est-à-dire la personne qui allait gérer le dépôt, le magasin, pour qu'ils se sentent impliqués à 100% dans la gestion de son magasin et qui gère son personnel, qui fasse le développement du chiffre d'affaires, etc., mais que physiquement, le lieu, comme les magasins allaient être loin de Sainte-Florence, de là où on habite, il ne voulait pas avoir à gérer le personnel à l'extérieur. Donc, il ne voulait pas décider à la place du responsable qui allait être dans le dépôt. Donc, il a cherché des structures juridiques qui permettent de faire ça. Et en fin de compte, on a créé une structure. Chaque magasin Vivre en Bois a une structure juridique de gestion du site et du personnel. Et en fin de compte, les clients et le stock appartiennent à Pifto. Donc, tout le chiffre d'affaires se fait par l'intermédiaire de Pifto. Et la structure juridique du Vivre en Bois est rémunérée comme une prestation de service. En fonction du chiffre d'affaires qu'il fait, il a un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et chaque responsable de Vivre en Bois est gérant et actionnaire de sa structure. Pour vraiment les impliquer et qu'ils se sentent un peu leur propre chef d'entreprise, quoi. C'est vraiment leur boîte. Et du coup, ils font tout dans l'entreprise. Alors, c'est assez particulier parce qu'ils doivent ils sont responsables de leur compta, de la com, du développement du chiffre d'affaires, du recrutement, de la sécurité, des bâtiments. Mais du coup, c'est un système qui effectivement est particulier parce que c'est pas très courant. Mais ils sont très impliqués parce qu'ils ont… Alors, on a bloqué à 20% du chiffre d'affaires de l'actionnariat. Parce qu'une fois, on est allé jusqu'à 50% et on a un petit peu regretté parce que la personne a commencé à prendre un peu plus de décisions qu'on aurait voulu. Donc, maintenant, on limite à 20%. Et du coup, les gérants ont un revenu des dividendes tous les ans. Et donc, ils sont vraiment un peu chez eux, quoi. Ce qu'on recherche en permanence aussi dans l'entreprise, hein, c'est que les gens se sentent… impliqués, intégrés, parce qu'il y a une partie de l'entreprise qui leur appartient. Merci Catherine. Merci beaucoup. Merci Catherine, merci Pierre. Est-ce que quelqu'un a encore une question? N'hésitez pas. Alors, Marguerite, oui, tu as une question? Oui, moi j'ai une autre question. Je me demandais, parce que du coup, vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez changé, vous disiez, votre posture, mais est-ce que vraiment une relation peut changer de manière unilatérale, en fait? Qu'en est-il de votre oncle, de votre frère? Est-ce que eux, j'imagine quand même que vous avez réussi à les rendre sensibles aussi à ce travail et qu'ils ont aussi mis du leur, voilà, que vous n'avez pas fait tout le boulot non plus. Alors, quand nous, on change, quand une personne change, forcément, l'énergie qu'elle émet change la relation avec l'autre. Donc, l'autre ne perçoit pas la même chose. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de demander aux autres de changer, d'évoluer, de travailler sur eux, parce que le simple fait qu'il y en a un des deux qui change sa posture fait que implicitement, l'autre qui change sans le vouloir. Si on n'envoie plus d'agressivité, la personne ne reçoit pas d'agressivité, donc ne répond pas par l'agressivité. D'accord? Donc, en changeant sa posture, ça fait forcément bouger la personne qui est en face. Ça fait, en fin de compte, bouger la relation. Parce que finalement, on reste les mêmes, sauf que ça bouge la relation. Mon frère a beaucoup évolué.
il accepte de faire de l'accompagnement, etc. Donc, il évolue aussi beaucoup. Mon père et mon oncle sont plutôt dans la vieille génération, donc c'est pas pour nous. Mais le fait qu'en interne, on communique beaucoup dessus, que dans les réunions qu'on a, on explique aussi pourquoi il y a des choses qui sont pas entendables et qu'on se positionne plus, fait que forcément ça change. Et je dirais que les gens n'ont pas forcément besoin de changer. Quand nous, on a une posture, enfin, je vais vous donner un exemple qui est très récent et j'ai enfin réussi, parce que les dernières relations qui sont les plus compliquées à changer, c'est les relations fraternelles et familiales, enfin la famille proche. Hein. On peut des fois travailler sur soi et réussir avec tout l'environnement, sauf avec ses parents et ses frères et sœurs. Hein. C'est là où c'est le plus compliqué, hein, la famille. Hein. Et la semaine dernière, j'ai réussi à nommer mon projet de vie à mon père, hein, chose que je n'avais jamais réussi encore. Parce que toute cette partie accompagnement, tout ça, il n'est pas toujours très en phase avec ça. Et j'ai réussi à le dire et à le faire parce que j'étais alignée avec moi-même. Et j'avais plus peur des réactions. C'est-à-dire que c'est souvent nos peurs, nos suppositions qui font qu'on n'ose pas. Et le fait de travailler sur soi implique que là, j'étais tellement alignée, tellement claire avec ce que je disais qu'il n'avait pas de porte d'entrée pour attaquer, entre guillemets, enfin, c'est caricatural, hein, mais parce que quand nous, on a une posture qui est claire, précise, et qu'on sait ce qu'on veut et où on veut aller, sans agressivité, sans dire faut changer les autres, hein, c'est vraiment soi, comment moi je veux faire et qu'est-ce que je veux faire et où est-ce que je veux aller, il y a beaucoup moins de retours négatifs. Enfin, moi, c'est ce que je constate en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Merci Catherine. Pierre, vas-y. Dernière question pour ma part, Catherine, que je voulais te poser, c'est est-ce que tu aurais pour nous ici peut-être quelques sources, quelques éléments sur lesquels on peut, ceux qui ont envie, de changer leur posture et de faire changer leur environnement. Par conséquent, est-ce qu'on aurait quelques peut-être livres, quelques sources ou quelques choses auxquelles on puisse éveiller notre curiosité pour entrer dans ce monde-là? Alors, j'ai une base dans toutes mes formations et mes ateliers de 4-5 concepts qui pour moi sont très importants à comprendre et qui facilitent la vie au quotidien et les relations. Parce que je vous rappelle que c'est les relations qui sont toxiques, hein, ce n'est pas les personnes, hein, c'est bien la relation entre deux personnes qui est toxique. Il y a les 5 accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est de Don Miguel Ruiz. Quand on les applique, on change sa vie, on change ses relations. Il y a les croyances limitantes. Pourquoi on est toujours en train de dire non, c'est pas possible, on ne peut pas y arriver, j'y arriverai pas, c'est pas faisable. Eh bien, quand on supprime ces croyances limitantes, on s'ouvre à énormément de possibilités et de potentiel. Il y a le triangle dramatique, le triangle de Cartman, qui est ce que je vous ai nommé tout à l'heure, persécuteur, sauveur, victime. Quand on comprend ce jeu de pouvoir et qu'on ose mettre les pieds dedans quand on le voit dans une relation, eh bien, ça fluidifie aussi énormément les relations. Et il y a les signes de reconnaissance. C'est-à-dire, les signes de reconnaissance, c'est pourquoi c'est important de dire bonjour, merci, au revoir, c'est-à-dire de reconnaître que l'autre existe. Mais il y a plusieurs règles sur les signes de reconnaissance et des lois qui sont très naturelles. C'est que si on ne s'occupe pas des gens, eh bien, les gens font des bêtises pour qu'on s'occupe d'eux. Et même adultes. Donc, il y a plein de petites lois comme ça sur les signes de reconnaissance que quand on comprend inconsciemment comment le cerveau, notre système nerveux, enfin comment en neurosciences, ça a été démontré, hein, quand on sait ça, on fait attention à plein de petites choses du quotidien dans nos relations et ça améliore énormément nos relations.
Donc, tout ça, vous pouvez le trouver sur Internet parce que toute la base de mes formations, elles sont toutes sur… Enfin, moi, je trouve tous les concepts sur Internet hein, et dans les conférences et dans les… Et après, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations parce que je suis toujours très, très ouverte et je fais ça avec plaisir de pouvoir partager sur… en fonction des thématiques et des sujets et des complexités de chacun, de pouvoir donner des astuces. Merci Catherine, merci. Merci Pierre, merci Catherine. Une autre question? Tout ce que j'explique, ça marche aussi pour le couple, les relations parents-enfants, les relations familiales et les relations professionnelles. Hein, ça marche pour tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, justement, Catherine, si vous voulez rajouter encore quelque chose, si vous avez un petit mot de la fin sur cette expérience, finalement, et ce que ça vous a apporté et tout ce que vous avez pu aussi éclaircir, aussi bien sur l'aspect personnel que entrepreneurial et gestionnaire, s'il y a un petit mot de conclusion aussi avec les questions qui ont été posées. Par rapport à l'entreprise familiale, je pense que plus on va se responsabiliser et arrêter de subir, se dire j'ai pas envie de subir ma vie, donc qu'est-ce que je peux faire pour ne plus la subir, on peut trouver plein de solutions en travaillant sur ces croyances limitantes, justement. Et moi, mon leitmotiv depuis que j'ai fait mon burn-out, c'est pas la faute des autres, c'est comment je peux agir sur moi. Et j'en ai créé une société à côté pour faire de l'accompagnement externe et que j'ai appelé Agir sur soi, parce que on a tout pouvoir sur nous, mais pas sur les autres. On ne peut pas avoir de pouvoir sur les autres. Donc, chaque fois que quelque chose ne nous convient pas, c'est comment je peux agir pour le changer. Quel est mon pouvoir à changer ma vie et à l'emmener là où j'ai envie d'aller. Des mots très forts. Moi, je propose que Catherine vienne à un séminaire. Je pense qu'on serait tous contents de t'accueillir, Catherine, que ce soit sur le sujet du fonds de dotation ou ce sujet-là, on pourrait développer, j'imagine, sur un travail collaboratif. Ce serait vraiment génial. Je pense que Marguerite aussi serait évidemment contente que tu répondes présente à cette invitation. Donc, on en reparlera au sein du COPIL et si les audacieux aussi sont partants, mais ce serait super chouette, évidemment, si tu l'acceptes. Bien sûr. Vous êtes dans le mille avec toutes nos problématiques familiales. Enfin, je pense qu'on tous bu votre. Merci encore, Catherine. Merci mille fois. Merci de m'avoir accueilli ce soir. L'invitation est lancée, entendue. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Pierre, pour avoir pris l'initiative de cette belle conférence. Marguerite aussi pour l'accompagnement. Merci, Alexandre, qui est parti pour ce petit rappel au début. Merci à vous toutes et tous, audacieux, futurs audacieux également parmi nous. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que je vous donne mes coordonnées pour me contacter s'il y en a qui ont envie de partager, de continuer Je vous les mets dans le message là. Ah oui, avec joie. Ouais, très bonne idée. Et lorsque je mettrai sur la workplace, je vais quand même regarder et noter. Non, mais je suis bête, vous avez donné vos coordonnées. Mais lorsque je mettrai l'enregistrement vidéo, je mettrai avec vos coordonnées sur la workplace. Comme ça, les personnes intéressées pourront, les ai déjà notés. Donc, encore un grand merci. À très bientôt, j'espère, je pense. Et à très bientôt à toutes et tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.